Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans votre émission Science et Civilisation. Mon invité aujourd'hui est Dominique Stoppa-Lyonnet. Bonjour. Bonjour Ali Benaclou. Je suis très heureux, très honoré que vous soyez parmi nous. Vous avez fait le voyage de Paris. Vous êtes généticienne, vous êtes médecin. Il est rare d'allier ensemble à la fois tout le parcours médical et tout le parcours scientifique, dans le cas précis, celui de la génétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette double orientation? C'est une histoire très ancienne, mais comme souvent, c'est un déclic. Et donc c'est un petit point, c'est une rencontre. Et en fait, j'étais interne. C'était il y a très longtemps. J'étais interne des hôpitaux à l'hôpital Saint-Louis, et j'ai assisté à un séminaire. Comme souvent, les internes sont invités à les séminaires à l'hôpital, et dont je ne comprenais même pas le titre. C4 SLP. Ce qui faisait en fait référence à une quatrième composante du système du complément qui est impliquée dans l'inflammation. Et c'était en fait, ça faisait référence à la duplication du gène C4, pas chez l'homme, chez la souris. Et simplement, Tommy Ça Méo, suffit pour déclencher quelque chose. Qu'a fait l'intervenant était Tommy Méo, qui était à l'Institut Pasteur, m'a fait comprendre, m'a ouvert, je dirais, la compréhension de l'évolution des espèces, parce qu'il a expliqué la radiation des mammifères, plus de 60 millions d'années, et il a expliqué la duplication les duplications possibles de certains gènes, et ça m'a fasciné. Et donc je n'ai eu de cesse après que d'aller dans son laboratoire, où il m'a accueilli, et j'ai passé 4 années formidables où j'ai fait un deuxième cursus, cursus scientifique. Voilà, un cursus scientifique à côté de la médecine, mais vous êtes revenu à la médecine et vous vous êtes vraiment spécialisé dans les prédispositions au cancer, notamment là aussi il y a des intitulés acronymes BRCA1, BRCA2, le cancer du sein, le cancer des ovaires, et c'est ce à quoi vous avez consacré quand même beaucoup de temps. Oui, parce que si on revient un petit peu en arrière, quand c'était il y a 30 ans, puisque fin 90, début 91, je finissais ma formation scientifique à l'Institut Pasteur, mais j'avais une formation en tant qu'interne en oncologie médicale et en hémato. Et quand on est dans les années 90, qu'on a une formation solide en génétique moléculaire, en hémato et cancérologie, on travaille sur les prédispositions génétiques au cancer. Et quand j'ai vu que l'Institut Curie construisait un nouvel hôpital, et vraiment les choses sont passées comme ça. Et je passais devant l'Institut Curie rue d'Ulm, et je me suis dit, mais il y aura peut-être la petite place pour un laboratoire pour moi. Et j'ai eu cette intuition. Et puis ensuite, la machine s'est mise en route. C'est-à-dire que après, je suis allée voir le directeur du centre de recherche, Pierre Tambourin, le chef du service d'oncologie médicale, Pierre Pouillard, et tous les deux m'ont beaucoup aidé. Alors, souvent dans ces profils-là, il y a une grande part de hasard, comme vous venez de dire, des coïncidences. Vous voyez naître un institut, vous vous dites que vos recherches pourraient être accueillies là, et toute cette dimension, on va dire, contingente, cette dimension des choses qui peuvent être comme ne pas être, sont très importantes dans une recherche qu'on a tendance à mesurer par ses résultats une fois qu'ils sont stabilisés. Mais au début, il y a beaucoup de tâtonnements, y compris institutionnels. Et précisément, vous vous êtes lancé après dans cette recherche sur les prédispositions, et vous êtes et vous dites que vous avez fait converger toutes vos formations en hémato, en cancérologie et en génétique, mais tout cela effectivement est très important dans ces prédispositions au cancer, notamment les aspects cliniques, les aspects moléculaires, les aspects tumoraux. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ces 3 indications? Alors, d'abord, travailler sur les prédispositions génétiques au cancer, donc dans les années 90, je dirais que ça s'imposait, c'était assez naturel. Quand, en plus, l'Institut Curie, à ce moment-là, prenait en charge
plus de 10% des femmes atteintes de cancer du sein en France. Et donc, une grande concentration. J'ai fait l'addition. Et il faut que je travaille sur les prédispositions au cancer du sein. Et c'était, voilà, les choses étaient finalement, assez simples. Voilà, c'était pas très très complexe de comprendre que c'était ça qu'il fallait faire. Et après, il fallait mettre en œuvre les moyens. Et ce qui est formidable dans la génétique, c'est la génétique médicale, et je dirais dans la génétique en oncologie, c'est que ça réunit plusieurs dimensions. D'abord, l'histoire familiale, la génétique clinique. On rencontre des personnes qui font part de leur histoire, qui s'interrogent. Parce qu'elles ont une histoire familiale, souvent les personnes qui viennent me voir, difficile, douloureuse. Et puis ensuite, on a au laboratoire des techniques d'analyse, de séquençage qui sont formidables et qui se sont améliorées au cours de ces 30 ans. Et aujourd'hui, on pourra parler du séquençage de nouvelle génération, séquençage très haut débit. Et donc là, on a étudié d'abord, là j'entends la génétique, on recherche des altérations constitutionnelles dans les gènes que vous avez cités, BRCA1 pour breast cancer, c'est donc terminologie anglo-saxonne. Voilà, exactement. Et puis donc ça c'est la deuxième. Il y a la génétique clinique, la génétique constitutionnelle. On recherche des altérations dans des gènes et donc comment dire, ces altérations constituent des facteurs de risque. Si ce pour des familles, donc c'est ce qu'on appelle les maladies monogéniques, c'est ça? Exactement. On est là dans une génétique mendélienne, c'est-à-dire une transmission liée à l'altération d'un gène donné. On n'est pas là dans le multifactoriel, dans les gènes de susceptibilité dont on pourra, dans les facteurs de susceptibilité dont on pourra parler. Mais donc, dans la génétique des cancers, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension génétique clinique, les personnes qui s'interrogent, et puis il s'agit aussi de revenir vers elles pour faire des recommandations de suivi. Ensuite, il y a la génétique constitutionnelle, on recherche des altérations dans des gènes, sachant qu'au tout début, il y a 30 ans, il se faisait déjà identifier les gènes responsables, on ne les avait pas à ce moment-là, mais ils ont été identifiés grâce aux familles, et on ne dit jamais assez que tous les progrès de génétique médicale n'auraient pu se faire sans les familles, sans les malades. Sans leur participation. Voilà, sans cesse. Leurs interrogations. Exactement. Leur anxiété. Leur participation et leur contribution, parce qu'elles nous ont donné leur ADN, parce qu'elles nous ont aussi donné leur histoire clinique. Il n'y a pas de génétique médicale sans une bonne histoire clinique. Et puis, je reviens sur le troisième point, qui est venu un peu plus tardivement, c'est la caractérisation des tumeurs. C'est donc la caractérisation moléculaire des tumeurs. C'est l'identification d'altérations qui peuvent être acquises ou constitutionnelles, qui constituent des facteurs de risque, qui constituent des cibles thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle notamment les thérapies ciblées. Mais pas que, la caractérisation des tumeurs. Avec l'identification des biomarqueurs. Exactement, donc finalement, la caractérisation des tumeurs, au niveau moléculaire, c'est l'identification de biomarqueurs qui peuvent être des éléments du diagnostic. Parfois, l'anapathe a besoin, l'anatomopathologiste qui regarde le tissu tumoral, hésite entre tel et tel sarcome, tel et tel, voire même, parfois il y a des tissus très indifférenciés. Et donc il ignore quelle est l'origine, quel est le tissu tumoral d'origine. Pourtant, ce qui est très important. Donc, ces biomarqueurs peuvent avoir un intérêt diagnostique, ils peuvent avoir un intérêt sur le pronostic, ils peuvent nous dire la gravité de la maladie, et puis ils peuvent avoir aussi un intérêt thérapeutique parce qu'ils nous donnent une cible thérapeutique. À partir de ces 3 facteurs très importants, ou plus exactement 3 domaines, le clinique, le moléculaire et le tumoral, vous avez maintenant, mais vous avez raison de revenir sur ces années 80. Les choses étaient moins stabilisées qu'aujourd'hui, elles étaient en voie de formation et vous avez contribué précisément à les mettre en place. Et vous voilà, dès que vous voyez que le domaine se construit de manière satisfaisante, eh bien, il y a la question des brevets qui arrivent, il y a des gens qui veulent breveter, et vous avez mené un combat sur 10 ans, il faut le dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, un combat sur 10 ans pour vous opposer aux brevets européens sur ces cancers dont vous avez fait la description précisément pour que ça soit d'utilité publique. Et il faut le dire, vous avez
gagné. Merci. Merci beaucoup d'évoquer effectivement ce qui a occupé à peu près 10 ans de ma vie. Alors, je ne faisais pas que ça, mais ça a occupé 10 ans de mon existence. C'est-à-dire que, en très court, parce que je risque d'être intarissable sur le sujet, mais en 94, BRCA1 a été identifié. Il a été identifié en fait à la suite quand même d'un consortium international de laboratoires. Et ça aussi, c'est une dimension importante de la génétique médicale. Je vous ai dit que les familles avaient contribué, mais elles ont contribué via plusieurs centres de génétique médicale, plusieurs laboratoires, donc laboratoires de recherche. Et bien, il y a eu, alors 94, rendons hommage à Marie-Claire King qui a localisé BRCA1. Puis il y a eu un consortium de laboratoires au niveau international auquel l'Institut Curie participait et qui a confirmé, précisé la position du gène. Et puis il y a eu, la dernière étape a été gagnée un peu, je dirais, en s'appuyant sur les travaux du consortium par Myriad Genetics et puis le NIH. Et donc Myriad Genetics qui avait été, qui était à Salt Lake City, eh bien avait déposé avec le NIH d'ailleurs, le National Institute of Health aux États-Unis, eh bien avait déposé des brevets aux États-Unis, mais aussi en Europe. Voilà. Et en 98, nous avions été, une dizaine de laboratoires européens avaient été invités à Salt Lake City. Et là, Myriad nous avait expliqué comment est-ce qu'ils entendaient utiliser leurs droits de breveté dont ils ne doutaient pas à ce moment-là. Voilà. Et le brevet a été obtenu en 2001. Et c'est une disposition très particulière de l'Office européen que d'avoir une période de 9 mois d'opposition. En gros, ça permet, c'est intelligent, d'avoir pas des personnalités morales ou physiques, enfin, ou des institutions qui seraient contre l'obtention de ce brevet. Eh bien, ça permet d'avoir une nouvelle analyse finalement du brevet. Et donc 2001, nous sommes opposés d'abord l'Institut Curie, puis on a été soutenu au niveau par le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé, et puis par bien sûr différents collègues. Nous sommes partis aussi avec l'Institut Gustave Roussy à l'opposition. Et puis voilà, en 2004, nous avons gagné. Alors après, il y a eu un appel, ils ont gagné un petit peu quelque chose, mais il n'empêche que en Europe, il n'y a jamais eu d'utilisation, enfin de monopole sur les gènes BRCA1 et BRCA2. Ça, c'est très important. Au même moment, après cette victoire-là, vous avez participé justement à des comités d'éthique, ce qui nous a permis de nous connaître. On était tous les deux membres au comité consultatif national d'éthique. Vous avez rendu des avis qui ont vraiment fait date sur le diagnostic prénatal, par exemple, sur l'importance. Je me souviens quand vous avez rendu l'avis sur l'accès facilité au génome par séquençage à haut débit. Je crois que c'est quelque chose qui a révolutionné votre discipline, le séquençage à haut débit du génome humain. Alors oui, le séquençage à très haut débit, enfin ou nouvelle génération, on appelle ça aussi NGS, Next Generation Sequencing, est arrivé dans les laboratoires à peu près en 2010. Et donc en gros, ça multiplie par un facteur 50 à 100 000 les capacités d'analyse. Avant, séquencer un gène, c'était toute une aventure. On le découpait en plusieurs morceaux, enfin, ça nous prenait un temps fou. Et donc là, comment dire, ça permet même aujourd'hui de séquencer soit l'ensemble des parties codantes des gènes, on appelle ça l'exome, soit même le génome entier. 6 milliards de paires de bases. C'est ce qui est formidable. Donc, on a une facilitation extraordinaire du séquençage, mais il n'empêche que, je dirais que nous avons un peu mangé notre pain blanc avec le séquençage, parce qu'après, il s'agit de transformer des données de séquence en information, et pour nous, en information médicale. Et là, il y a un fossé. Il y a un fossé. Il y a un petit problème. Voilà. Mais ne regrettons pas, le séquençage très haut débit est un outil formidable. Voilà, qu'il faut bien utiliser. Et justement, dans ce séquençage, après, vous êtes amené à trouver des choses que vous ne cherchez pas, parce que ça brasse beaucoup d'informations. Et il y a, alors, je vois que de plus en plus, la terminologie change. On ne parle
plus d'anomalies, on parle de variants, et la découverte de nouveaux variants. Et parfois, il y a des variants génétiques à signification inconnue, et ça embarrasse beaucoup le généticien et le clinicien. Alors oui, effectivement, quand on fait ces séquençages, alors, y compris dans des gènes qu'on connaît bien, même aujourd'hui, par exemple, BRCA et BRCA2, les gènes que je séquence depuis maintenant 25 ans, on continue de trouver des variants ou variations dont on ignore la signification biologique et par là la signification clinique. Alors, peut-être juste, si vous me permettez un petit peu de pédagogie, les altérations des gènes BRCA sont en fait des altérations génétiques qui introduisent un signal d'arrêt de synthèse de la protéine BRCA, ce qu'on appelle un codon stop. Et puis, on a parfois des variants qui vont modifier simplement un acide aminé, voire qui ne vont rien modifier du tout au niveau de la protéine. Mais il n'empêche même que quand ça modifie rien, ça peut avoir un impact sur la machinerie de maturation, voilà. Mais il n'empêche que on a donc des variants de signification inconnus qui nous occupent beaucoup. Et aujourd'hui, c'est une grande part de l'activité de notre laboratoire. Il y a des tas d'approches différentes, il y a des tests fonctionnels, mais il y a aussi ce qu'on appelle des études de co-ségrégation dans les familles. On remet à contribution les familles. Et puis ces études, ce ne sont pas celles d'un seul laboratoire, ça se fait au niveau d'un pays, donc faut réunir les efforts. Et puis il y a des consortiums encore internationaux qui réunissent toutes les données, et notamment il y a des bases de données qui sont construites au niveau international, qui sont extrêmement précieuses. Et tout cela, en parlant des variants, on ne peut pas ne pas évoquer les maladies rares, et vous êtes beaucoup intéressé aux maladies rares. Les terminologies changent, mais vous allez me dire, mais je me suis toujours occupé des maladies rares. Mais les maladies rares, maintenant, précisément, sont de plus en plus quand même mieux connues et mieux diagnostiquées, même si parfois elles concernent peu de personnes, et là on peut pas avoir un grand échantillonnage. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette aventure scientifique qui s'appelle Sequoia, et dire sa place dans la recherche française sur les maladies rares. Alors, merci encore de me poser cette question qui là je dirais, c'est un plan qui est national. Sequoia est une des plateformes et donc son pendant et Euragen, qui s'inscrivent dans le plan France Médecine Génomique 2025. Et donc l'État a voulu, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche ont voulu introduire la caractérisation génomique dans le parcours du patient. Et avec deux grands volets, les maladies rares et puis les aspects cancer, avec soit l'aspect prédisposition, soit l'aspect caractéristique tumorale en vue d'identifier notamment des cibles thérapeutiques. Et donc ce plan a pour vocation pour toutes les maladies rares. Alors il y a des préindications, je ne vais pas là dans le détail, mais quand on a fait des premières analyses, on ne trouve rien, eh bien à ce moment-là, on séquence le génome entier. On fait pas de. Et alors pour les maladies rares, on séquence le génome de l'enfant ou des enfants malades et également de leurs parents. On dit qu'on fait des approches en trio. Et donc il y a à la fois donc ça permet une certaine équité d'accès sur l'ensemble du territoire aux capacités de diagnostic et de recherche. Il y a quand même une dimension recherche, puisque précisément c'est parce qu'on ne comprend pas certaines maladies rares qu'il faille aller plus avant. L'idée, c'est de réunir aussi tous les efforts, de réunir les cas d'enfants ou d'adultes qui présentent la même maladie, qui présentent ce qu'on appelle le même phénotype, et c'est de l'observation d'altérations récurrentes dans certains gènes ou dans certaines régions en dehors des gènes qu'on va avancer. Et peut-être aussi un point, c'est que le plan ne repose pas que sur le séquençage des gènes. Si vous avez dit, c'est le séquençage du génome entier. Et avec l'idée que, en fait, on va trouver des clés de compréhension dans les maladies rares
qui ne sont pas dans les gènes eux-mêmes, mais qui sont à distance. De manière plus horizontale. Voilà, exactement. Et aussi bien pour les maladies rares que pour les cancers de manière générale, l'important c'est la qualité des tests. Je sais que c'est votre combat aussi, parce que malheureusement sur le marché, on peut trouver par les Internet, par des choses de cet ordre, des sociétés qui proposent sans conseil génétique, sans suivi, des tests. Alors justement, dans cette foire ou cette jungle des tests, comment s'assurer de la validité des tests de bonne qualité? Alors, effectivement, d'abord l'ADN voyage, se recueille très facilement. Après l'avancée de salive, on met dans une petite enveloppe, ça va au bout du monde. Le séquençage peut être automatisé et maintenant, la bioinformatique, c'est-à-dire l'alignement des séquences, la référence à des bases de données, tout ça peut être automatisé. Donc, on peut comprendre que c'est une manne pour certains. Il y a quelques travers. Alors, d'abord, il faut rappeler qu'en France, que l'utilisation, l'accès, enfin, le fait d'utiliser, d'envoyer son ADN est interdit par la loi. Et c'est même, alors, il n'y a jamais eu de condamnation à ma connaissance, mais c'est assez cher. Mais il n'empêche que tout ça se fait et on voit arriver dans nos consultations des personnes qui ont fait de bonne foi pour voir des tests génétiques et avec des choses qui peuvent être tout à fait fausses. Enfin, voilà, et donc voilà, c'est catastrophique. Et c'est ce test en plus c'est fait sous au nom du bien-être, de la maîtrise de sa vie, c'est très anglo-saxon. Voilà, faites un test génétique et nous vous dirons quelles sont vos prédispositions, comment il faut bien vivre, etc. pour limiter. Alors que le conseil génétique, le suivi et l'accompagnement, c'est tout de même sous l'égide de médecins et c'est pas Internet qui va nous faire le suivi. Non. Et voilà, et je crois que vraiment il est très important et c'est souvent je dis c'est mon credo, mon mantra. Et j'ajouterais notre devoir que de faire des tests qui soient de qualité, c'est-à-dire à la fois techniquement de qualité, parce qu'il peut y avoir, et c'est l'expérience qu'on a eue avec un jeune homme qui a eu 2 diagnostics invraisemblables, il peut y avoir des erreurs de technologie, des erreurs techniques, donc il peut y avoir des erreurs au niveau de la technique, au niveau de l'interprétation. Donc il faut des tests de qualité chez des personnes informées en amont du test, accompagné dans les résultats, et puis protégé d'un point de vue, je dirais, pour éviter toute discrimination. L'anonymisation des données. Voilà. Donc c'est la protection des données. On peut, voilà, je crois et puis en génétique médicale, on n'est pas anonyme. On peut pas, on peut pseudonymiser si on envoie éventuellement à d'autres laboratoires, mais on a affaire à des familles, on a affaire à des choses qui circulent dans une même histoire. Oui. Vous avez rappelé tout à l'heure, les biographies sont importantes, mais tout de même, je vois par exemple ce ClinVar dont vous allez nous parler. C'est une base de données où arrivent toutes sortes de variants, c'est ça? Alors oui, ClinVar, c'est une base de données américaine, mais qui est ouverte sur l'ensemble du monde et qui collige des variants identifiés dans tous les laboratoires qui veulent bien participer à la base et qui donne également des données cliniques essentielles et qui permet par là d'interpréter tel ou tel variant. Est-ce qu'il est pathogène, associé à telle maladie? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est bénin? Est-ce que c'est une variation de la norme? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Variant de signification inconnue. Et ClinVar est un outil très important qu'utilisent presque tous les généticiens médicaux dans le monde entier. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot de bioinformaticien. Maintenant, on est dans la base de données. De plus en plus, la génétique est en intrication et en travail finalement avec les sciences computationnelles de données. C'est bien cela. On est obligé compte tenu aussi du brassage du nombre d'informations. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'abord, le séquençage très haut débit lui-même, c'est l'alliance de la microfluidique et de l'informatique. Ensuite, la somme des données
faite sur des millions d'individus, caractérisant l'ensemble de leur génome, 6 milliards de paires de bases. Et maintenant, en plus, on a des degrés de complexité incroyables. Les recherches se font sur cellules uniques. Et donc, on est capable, pour un individu donné, de séquencer plusieurs cellules différentes. Donc, c'est un vertige formidable. Ça pose quand même quelques problèmes, même environnementaux. Parce que le stockage de ces données, fait que ça chauffe. Ah oui, c'est cela. Ça chauffe. C'est énergivore. Et c'est énergivore. Et donc, c'est un problème. Il va y avoir d'autres, enfin voilà, il y a d'autres techniques qui sont déployées pour stocker toutes ces informations. Et j'ajouterais que là, on a parlé que de la génération des données de séquençage, mais il faut y ajouter les données cliniques. Mais les données cliniques, c'est pas simplement l'évolution longitudinale de la vie du patient, c'est aussi les données, par exemple, d'anatomopathologie. On numérise les lames aujourd'hui d'ANAPAT. Ce sont les données d'imagerie. Et donc on parle de multimodal. On est en train de créer, moi je trouve que c'est fascinant, des avatars ou des jumeaux numériques, plutôt des jumeaux numériques qui sont multimodaux à différentes multiscale and multimodal. Et on va rajouter, puis on va avoir comme outil un peu d'intelligence artificielle pour voir des choses que notre œil ne voit pas. Après, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous dit l'intelligence artificielle. Il faut un peu comprendre les choses. Merci beaucoup. Voilà. On va s'arrêter avec ce vertige de complexité qui nous met à la fois dans le domaine des sciences computationnelles et dans celui de la génétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.